Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. J'ai le sentiment en France, un véritable réveil. Quelque chose est en train de changer. Vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. Quand on aime son pays, on n'hésite pas. On va droit au but. Et on appelle à voter pour les Républicains. Est-ce que vous lui adressez un remerciement? C'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas passe-moi la salade, je t'envoie la rhubarbe. Et que le thème sera faire vivre le pacte de sécurité pour faire vivre nos valeurs. Vive la République, vive la France. Merci à tous d'être venus de plus en plus nombreux. Un public d'élite et attentif, mais de plus en plus nombreux, comme vous pouvez l'observer, et de plus en plus jeunes. Donc merci d'abord et surtout à Bernard Bourgeois, à Aymeric et à Dominique Pagani qui vont animer le débat qui va suivre. Et là-dessus, je vous passe tout de suite la parole. Écoutez, vous êtes gentil, je suis comme toujours très honoré et très heureux de me retrouver dans cette librairie qui est une véritable maison de l'esprit et de revoir des visages connus, sympathiques et par conséquent, je vous remercie une fois de plus de votre invitation. Alors, le thème, c'est un des thèmes sur lesquels je pense qu'il faut réfléchir, c'est celui d'une repolitisation du politique. Et ce serait là le premier volet, puisque nous pourrons envisager une deuxième séance. Le premier volet donc de cette double intervention. Le deuxième serait pour développer l'idée qu'il faut dépolitiser la politique. Repolitiser le politique quant à son sens. Dépolitiser la politique quant à ses objets. Je pense que les problèmes les plus graves et les plus urgents que nous avons à affronter est le lieu où tous les affrontements viennent se récapituler, est le lieu où s'exerce le pouvoir. Et tout pouvoir, en quelque domaine que ce soit, c'est le politique. Tout ce qui se fait dans le monde, dans sa réalité, dans son idéalité, même culturelle, se fait parce que le politique l'exige ou le permet. Rien ne peut se faire dans l'effectivité sinon par l'autorisation, la permission, etc. du politique. C'est ici que toutes les décisions se prennent et un des aspects les plus importants de cette présence active du politique, c'est le laisser-faire du politique, l'abstention du politique. L'abstention du politique qui est peut-être l'action la plus difficile qui est exigée de lui, l'abstention du politique est une de ces actions, peut-être même l'action essentielle, se retenir d'agir.
Donc je pense que du point de vue de l'effectivité, de la réalité des choses et des événements, tout se joue au niveau politique. Voyez, et c'est pourquoi il convient de repolitiser le politique qui a été, pas dévalorisé, mais qui a été relativisé au bénéfice du social dans une première période de 1789 à 1989 et ensuite avec la chute des régimes communistes il y a eu, si vous voulez, un passage de la prédominance tentée du social à celle du sociétal. D'abord, le politique, avec son principe absolu, l'exigence qu'il porte, la liberté. Ensuite, le temps, 2 siècles, de 1789 à 1989, le temps du social, avec sa recherche essentielle de l'égalité. L'égalitarisme ne pouvait pas triompher, ne pouvait pas se réaliser, tout simplement parce qu'il n'y a jamais, tellement les paramètres qui interviennent sont nombreux, il n'y a jamais dans la réalité et dans la vie concrète deux situations égales. L'égalité, on ne peut pas la déterminer, on ne peut pas la mesurer, on ne peut pas la concrétiser. Après le temps du politique et de son affirmation première qui est celle de la liberté, puis le temps du social et de son affirmation première qui est celle de l'égalité, est venu, je crois, le temps de la troisième partie, le troisième moment de la devise républicaine, liberté, égalité et, troisièmement, la fraternité. La fraternité est, je crois, la valeur qui est essentiellement recherchée depuis 1989 et cette fraternité, c'est ce qui valorise ce qu'on appelle maintenant le sociétal. La liberté, qui apparaît presque comme irréelle, comme métaphysique, l'égalité, qui est objective ou qui voudrait être objective, et enfin la fraternité, qui est le triomphe de la subjectivité ou de l'intersubjectivité. Donc la devise révolutionnaire française s'est appliquée, me semble-t-il, à toute l'histoire jusqu'à son énonciation. Et sa prononciation en 1789, ça a été l'histoire de la libération continue de l'humanité qui est enfin parvenue en 1789 à affirmer ces conditions essentielles qu'elle a formulées dans la devise républicaine. Ensuite, le temps de l'égalisation recherchée est non obtenu, mais ça n'était pas possible, et depuis 1989, le temps de la fraternité ou du sociétalisme. La liberté, l'en soi, c'est presque métaphysique, l'égalité, l'objectivité, et la fraternité, la subjectivité, en sa forme vraie d'intersubjectivité. Jusqu'en 1789, la libération qui affirme ses principes dans la réalité révolutionnaire et en correspondance avec celle-ci au niveau de la culture et de l'idéalité avec Kant et Hegel. Et enfin, troisièmement, donc, la fraternité, l'intersubjectivité, l'époque dans laquelle nous sommes maintenant. Je schématise d'une manière qui va vous sembler infiniment coupable
est excessive, mais enfin, il me semble que jusqu'à la Révolution, l'histoire est à la recherche de la connaissance d'abord et de la réalisation de la liberté et de ses conditions essentielles. 1789 les pose. Tout le temps de l'histoire, tout le temps de la longue histoire, une histoire, celle de la libération, celle de la liberté, qui a eu un sens. Pourquoi? Parce que les conditions de la liberté forment système. Les conditions de la liberté forment une totalité. C'est une totalisation. On a fini par comprendre, par savoir, et c'est pourquoi il y avait à l'époque les grandes philosophies de la liberté, celle de Kant et celle de Hegel, on a fini par savoir quelles étaient les conditions essentielles d'une existence libre pour les hommes. Et cette existence, ces conditions essentielles se totalisent parce que être libre, c'est être chez soi dans le monde, c'est être chez soi, c'est-à-dire identique à soi dans la variété et la diversité du monde, mais l'identité de l'identité à soi et de la diversité des choses, c'est la totalité. L'existence libre, c'est une existence totalisée. Alors, il y a eu donc d'abord la longue période de la liberté, ces conditions faisant système. L'histoire de la liberté a été une histoire orientée, en raison même de cette totalisation. La liberté exige des conditions qui sont liées les unes aux autres, qui ne peuvent pas intervenir indifféremment, arbitrairement. Il y a un ordre des conditions de la libération. Ensuite, les 2 siècles où on a pensé que la liberté c'était très bien, mais qu'il ne fallait pas qu'elle reste seule ou qu'elle s'affirme seule, sinon ça restait une abstraction et qu'il fallait que celle-ci se concrétise, et on a pensé que cette concrétisation consistait dans l'égalisation. L'égalisation des conditions, comme parlait Tocqueville, cette égalisation s'est révélée impossible parce que vous ne trouverez jamais, étant donné le nombre des moments et des paramètres qui constituent une existence libre, vous ne trouverez jamais comment définir une véritable égalité de situation. Et nous sommes maintenant donc dans la phase ultime de réalisation des 3 moments de la devise républicaine, le moment de la fraternité. Mais si la devise a un sens, cette devise républicaine, je crois qu'elle a un sens essentiel, l'affirmation d'un seul moment ne peut pas la réaliser. Par conséquent, il n'y a pas d'affirmation de la liberté qui soit complète, puisque chaque moment du tout est le tout et exige donc un lien intime avec les autres moments, et l'égalité elle-même ne peut pas être cherchée indépendamment des autres moments, et c'est le cas de la fraternité. Et vous voyez, le tort de notre époque, c'est peut-être de penser que la fraternité ou l'intersubjectivité, l'interaction, la réciprocité, etc., peut être affirmée à elle seule et qu'elle peut à elle seule faire s'accomplir l'existence des hommes. Voilà comment je vois en gros l'histoire. Alors, jusqu'à 1789, époque où la philosophie de l'histoire s'est affirmée comme philosophie proprement humaine. C'est autre chose que l'histoire universelle de Bossuet. Au moment où la philosophie de l'histoire, comme philosophie, c'est-à-dire un discours qui se veut pleinement humain, à l'époque où cette philosophie de l'histoire a été possible, c'est que précisément l'histoire s'était réalisée dans son objectif qui lui avait été essentiel, à savoir connaître pour pouvoir effectuer
les conditions qui font système, qui se totalisent de la liberté. Il y a eu ensuite le grand effort pendant 2 siècles d'égalisation, ponctué par la révolution de 1917, et le fiasco de 1989 a laissé la place à ce 3e moment par lequel on a voulu faire s'accomplir l'existence humaine, à savoir la fraternité. Mais voyez, chaque moment doit en même temps faire s'affirmer les autres, sinon on est dans une abstraction, et l'abstraction dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est l'abstraction intersubjectiviste de l'affirmation de la fraternité. Voilà pourquoi je pense que alors je pourrais développer, puis on aura l'occasion de le faire, vous allez contester à juste titre ce que je dis. Il faut s'interroger sur un certain nombre de traits de l'époque dont on ne doit pas se contenter. L'intersubjectivité, c'est très bien. La réciprocité, c'est très bien. Mais ce sont des catégories, pour évoquer Hegel, qui font partie de ce qu'il appelle l'essence. Hegel distingue 3 niveaux d'existence et de compréhension de l'être. D'abord, on saisit l'être comme un être, tel qu'il se donne immédiatement, avec des relations qui le travaillent, l'égalité ou l'inégalité, la différence qualitative, la différence quantitative, etc. Mais la diversité reste prédominante. Alors on s'efforce de viser à travers la variété des choses, même dans les relations qu'elles entretiennent entre elles, on cherche à atteindre une unité qui n'est pas apparente, qui n'est pas immédiate, mais qu'on doit présupposer. Et c'est ce qu'on appelle l'essence. C'est le moment de la métaphysique. L'essence, c'est ce dont il est question chez Aristote, après qu'il a été question de l'immédiateté phénoménale. Alors, il y a donc l'essence, et ensuite, il y a le moment de la fraternité qui correspond à une autre catégorie, mais il ne faut pas en rester à chaque fois à un niveau donné. Et alors, notre époque, c'est un déferlement de subjectivisme ou d'intersubjectivisme absolu. On en vient à définir l'objectivité par l'intersubjectivité. Et alors, il y a bien des thèmes kantiens ou hegeliens qui peuvent justifier la chose. Mais si ce qui est objectif, par là, permet de faire se rencontrer les sujets, si ce qui est objectif est universel, l'universalité par elle seule ne fait pas l'objectivité. Tous peuvent être d'accord et être d'accord à côté de la réalité, c'est-à-dire être d'accord dans l'erreur. Donc, vous voyez, l'intersubjectivité ne peut pas égaler l'objectivité. Prenons une autre manière d'exprimer la chose. Notre époque critique les institutions et exalte la participation. Et on critique la démocratie représentative, parce que précisément elle est représentative, c'est-à-dire qu'elle instaure une médiation entre les gouvernants et les gouvernés. D'où l'exaltation de la participation, et on veut injecter du participatif avec une telle vigueur que celui-ci peut apparaître comme devant se substituer à l'institutionnel. Mais l'institutionnel, c'est ce par quoi
la participation peut se développer dans un milieu, dans un cadre qui soit un cadre pacifié. Ce cadre pacifié semble aller de soi, mais il va de soi. Pourquoi? Parce qu'il y a une réalité institutionnelle, en particulier incarnée dans l'État. Voilà pourquoi je pense qu'il faut être très critique vis-à-vis de tous les discours qui non seulement affirment que la participation est quelque chose de positif, mais qui finalement tendraient à remplacer l'institutionnel par le participatif. Ce qui est objectif, l'institution, ce qui semble brimer la liberté, le libre arbitre, etc., mais qui, encore une fois, est ce qui permet à la participation, à la recréation ou à la récréation, à la fête des voisins, etc. Et Dieu sait que tout ceci est agréable, de pouvoir se dérouler dans ce cadre qui ne peut exister que parce qu'il y a l'institution et l'institution étatique. Alors, repolitiser le politique, c'est rappeler que, encore une fois, tout se fait par le politique, même si c'est à travers l'abstention de celui-ci qui, pour parler comme Hegel, doit laisser se développer en lui, dans le milieu autoritaire qu'il constitue, puisque la relation du citoyen à l'État est d'abord une relation d'obéissance, eh bien, il faut donc que ce soit à l'intérieur de cet institutionnel que la participation se développe sans vouloir prétendre se substituer à lui. L'intersubjectif, aussi agréable soit-il, ne peut pas constituer par lui-même l'objectivité. Et je pense qu'il faut à notre époque rappeler cette dimension objective et en particulier le rôle de l'État. Alors, sur le rôle de l'État, je voudrais rappeler quand même un certain nombre de thèmes, montrer la présence de ce thème de la reconnaissance de l'État chez des penseurs qu'on pourrait considérer comme des penseurs qui n'ont pas reconnu la nécessité de l'État, des penseurs qui ont été plutôt considérés comme des gens qui ont voulu révolutionner l'État. Et j'en prendrai deux, j'évoquerai Robespierre, et ensuite je parlerai de Marx. Robespierre est un pessimiste. Robespierre considère que l'inégalité est un mal absolument nécessaire. Il met au principe, il pose comme principe la liberté et pas l'égalité. Pas l'égalité parce qu'il estime qu'elle est absolument irréalisable et qu'il ne faut donc pas vouloir en faire l'objectif essentiel étant pour lui la liberté. Vous allez me dire, il ne reconnaît donc pas l'homme en sa réalité concrète comme l'absolu, puisqu'il se contente de ce qu'il y a de métaphysique dans l'homme, et ce métaphysique peut couvrir toutes les inégalités. En tout cas, pour Robespierre, l'histoire doit faire en sorte que l'inégalité nécessaire au niveau social ne se
redouble pas au niveau politique. Et au niveau politique, l'inégalité, c'est la relation de celui qui commande à celui qui est commandé, de l'autorité à l'obéissance. Par conséquent, oui, il y a une inégalité sociale et elle est insurmontable. Mais ce n'est pas une raison, au contraire, pour qu'elle se consacre politiquement, et il faut faire en sorte que cette inégalité sociale reste sociale et ne se consacre pas politiquement. C'est ce qui explique la limitation de la visée robespierriste. Robespierre, si vous voulez, est quelqu'un qui reconnaît l'humanité, bien sûr, mais qui affirme que les principes sont plus importants que les individus. Les principes sont plus importants que les individus et le principe réalisable, le principe des principes, c'est la liberté. Il y a donc chez Robespierre une reconnaissance de l'autorité et de l'autorité politique, et il y a donc chez lui une reconnaissance de l'État. Chez Marx, j'en parle précisément dans un propos qui vise à exalter une repolitisation du politique. Chez Marx, il y a également l'affirmation tout à fait nette de la nécessité du politique. Ce n'est pas au niveau du politique que les choses se font. Ce n'est pas au niveau du politique que les choses se font au niveau du social. Mais le mot social chez Marx a au fond un sens négatif. L'affirmation principielle de Marx, c'est l'affirmation célèbre de l'idéologie allemande, les individus partent toujours d'eux-mêmes et sont toujours partis d'eux-mêmes. L'individualisme de Marx est son affirmation absolue. Ça n'a rien d'étonnant. Il avait fait sa thèse sur l'atomisme. On reste toujours l'homme de sa thèse. La réalité, c'est l'individu. Mais les atomistes, vous le savez, affirmaient, certes, les atomes, les individus, mais le kinamène, la déclinaison, l'inclination, la relation à l'autre homme. Mais il n'en reste pas moins que le principe, c'est l'individu. La relation à l'autre homme, la relation de chaque homme aux autres hommes, c'est pas ce que Marx appelle la société ou le social. C'est ce qu'il appelle l'association. Et c'est cette association que doit instaurer chez lui la révolution. Quel sera le statut des relations humaines une fois la révolution opérée? Ce sera l'association des travailleurs. L'association, c'est un terme qui, comme tel, présuppose la réalité première des individus ou des atomes. Le social, chez Marx, c'est la solidification, la chosification, l'aliénation des relations inter-individuelles, solidification qui vient en quelque sorte par sa massivité opprimer les individus. Je pense que chez Marx, le terme social a un sens foncièrement négatif.
Les individus sont toujours partis d'eux-mêmes, partent toujours d'eux-mêmes, oui. Ils sont lancés dans l'histoire qui, parce que c'est une histoire de la rareté, comme dira Sartre plus tard, etc., suscite dans la prise de possession des moyens de production, des inégalités, des relations d'oppression, etc., qui doivent être annulées, au fond, et le seront par la Révolution, qui va restituer les vraies relations entre les individus qui sont des relations d'association. Donc, lorsque on a prétendu qu'il fallait corriger, comme si c'était une innovation, le contenu du marxisme pour affirmer le rôle de la personnalité, etc., on n'a fait que redécouvrir ce qui a toujours été affirmé par Marx. Les individus sont toujours partis d'eux-mêmes et partent toujours d'eux-mêmes. Ils doivent nouer des relations d'association toujours maîtrisées par chacun d'eux et mettre un terme au social comme solidification aliénante des relations interindividuelles. De ce point de vue-là, je pense que Marx a toujours été profondément humaniste et profondément individualiste, tout en identifiant la vie, la vraie vie de l'individu, à sa mise en relation, si possible, le régime positif, etc., avec les autres individus. Vous voyez, l'intersubjectivité qui doit être restaurée face à l'objectivité ou à l'objectivation qui est toujours tentée, et de ce point de vue-là, Marx, me semble-t-il, resté hegelien, par l'aliénation. Alors, notre époque est une époque qui s'enfonce dans l'intersubjectivité. C'est extraordinaire. C'est la négation de l'objectivité. Vous voyez, la relation aux choses se résume dans le spectacle. Voir, c'est faire. Voir, c'est faire. Et cette relation spectaculaire au monde, cette relation spectaculaire aux choses, eh bien, me semble-t-il, une des dimensions essentielles de la mentalité contemporaine. Oui. Voir, être vu, au détriment de l'action effective, la vision, la réaction, l'émotion, tout ça ne peut que provoquer l'agitation, mais non pas engager une action proprement dite. Alors nous sommes dans cette mentalité. Le sociétalisme, qui est
le principe dominant, a fait place au socialisme. Les tares du socialisme ont été révélés et confirmés par l'histoire. Je suis persuadé que celles du sociétalisme ne manqueront pas non plus d'être dénoncées par l'histoire. Parce que, encore une fois, l'objectivité ne se réduit pas à l'intersubjectivité. Alors on trouve ça partout. Voyez le thème qui a été développé par Habermas ou par l'école de Francfort. Qu'est-ce qui compte? Ce n'est pas pour lui le politique en tant qu'institué. Et l'institution politique essentielle, c'est l'État-nation. Pour l'instant, c'est l'État-nation. Il n'y a rien d'autre. La gouvernance mondiale, elle est aux mains, si j'ose dire, de quelques États-nations prépondérants. La réalité de l'époque est donc la réalité telle que Hegel avait dit qu'elle serait définitive. Les États-nations sont là. Alors, bien sûr, on s'efforce de rendre plus concrètes les relations entre les États, de les organiser, mais il n'en reste pas moins que la gouvernance mondiale est un thème de discours, mais qu'elle n'est pas une réalité effective. Jusqu'à maintenant, le bras armé des Nations Unies, ça a été les États-Unis. On ne peut pas considérer que c'est un véritable accomplissement de l'histoire. Alors, la situation dans laquelle nous sommes est une situation qui est pleine d'incertitudes, tant que l'histoire a été mue par la recherche, le savoir et la réalisation de la liberté dans ses conditions constitutives. Comme je le disais tout à l'heure, les conditions de la liberté forment un système. L'histoire a donc réalisé progressivement ces conditions, puisqu'elle constitue un certain ordre. On ne peut pas commencer par la liberté culturelle et laisser de côté la liberté la plus réelle, qui est socio-économique, etc. Il y a donc un ordre de réalisation de ces conditions, et l'histoire a donc été censée. À partir du moment où l'histoire, ayant découvert quelles étaient les conditions essentielles d'une vie libre, et on le sait maintenant en quoi consiste une existence libre, l'histoire l'a vérifié, a montré la nullité des régimes qui violaient cette totalisation rationnelle des conditions de la liberté. L'histoire a voulu réaliser l'égalité. Ça a été les 2 siècles dans lesquels, encore une fois, l'histoire a bégayé. On ne peut pas découvrir un véritable sens de l'histoire entre 1789 et 1989. Il y a eu une luxuriance d'événements, il y a eu des événements catastrophiques, épouvantables. On ne peut pas considérer qu'ils ont ponctué une progression dans l'accomplissement de l'existence humaine. Et en ce qui concerne l'époque dans laquelle nous sommes entrés, celle de la fraternité, je suis encore moins certain que cette histoire va révéler un certain ordre d'elle-même, et je pense que nous allons rester dans cette situation, celle de la fin de l'histoire, de la fin d'une histoire censée se développant dans un certain ordre. Nous sommes entrés dans une histoire où tout est possible et où les choses sont radicalement imprévisibles. Le grand problème, me semble-t-il,
pour la politique n'est pas le problème théorique de savoir en quoi elle doit consister. Je pense que l'instrument politique sait désormais quel il doit être pour pouvoir affronter les problèmes majeurs de l'époque, qui sont des problèmes qui ne sont pas de nature politique, mais des problèmes, par exemple, liés, ça fait 10 ou 20 ans que je le dis, à la situation africaine, où le problème est d'abord, et va être de plus en plus, un problème démographique. Il y a un problème démographique, il y a le problème des conditions climatologiques, etc., le problème des migrations. Ce sont des problèmes qui ne sont pas des problèmes d'ordre essentiellement politique, c'est-à-dire ayant trait à l'organisation de l'État rationnel ou raisonnable. Mais comme tout ne peut se régler que par l'intervention du seul pouvoir existant sur Terre, le pouvoir de l'État-nation, il faut que cet instrument politique se réalise dans sa rationalité la plus complète, pour pouvoir non plus réfléchir sur lui, méditer sans cesse et à nouveau sur la politique, mais en dépit de ses imperfections, affronter directement les problèmes qui nous assaillent, qui sont des problèmes infra- ou suprapolitiques. Infrapolitiques, la climatologie, la démographie, etc. Suprapolitique, le problème de l'existence des religions, de l'activité de certains groupements religieux, etc. Seul l'État peut prendre ces problèmes en main. Pour ça, il doit être mieux organisé du point de vue de la région, c'est ce que j'ai essayé de rappeler, pour affronter, au lieu de se rabâcher lui-même et de sombrer dans un narcissisme qui consisterait encore et toujours à réfléchir aux problèmes de l'organisation politique, pour affronter avec les moyens du bord les grands problèmes de l'époque, qui sont des problèmes beaucoup plus difficiles à résoudre que des problèmes proprement politiques, des problèmes infrapolitiques ou suprapolitiques. Voilà l'essentiel de ce que je voulais dire. J'ai forcé un peu le trait pour que vous n'en aviez pas besoin d'ailleurs, pour que vous réagissiez, mais ma position est donc une position... Bon, l'instrument politique, bon, on sait à peu près ce qu'il doit être, mettons-nous aux problèmes réels qui sont des problèmes d'une extrême difficulté et d'une extrême gravité. Plus de narcissisme politique. Voilà, en gros, monsieur l'organisateur, messieurs les organisateurs, ce que je voulais dire. Bravo, d'abord. Merci. Alors là, on va passer la parole évidemment au public, mais peut-être que Aymeric et Dominique voulaient ajouter quelque chose, poser eux-mêmes des questions à Bernard en fonction de ce qui vient d'être dit. Je crois qu'il faudrait une soirée de questions, tellement Oui. c'est riche. Et puis j'ai lu ce livre aussi, puis ceux qui avaient été précédés de celui-ci, puis je connais un petit peu votre œuvre politique sur les actes de l'esprit, Hegel, penseur politique, qui date de 68, donc j'en vois toute la cohérence, et je pense que les lecteurs auront un aperçu de l'acuité de ce regard que vous portez sur l'époque vraiment très actuelle aussi. C'est ça qui est tout à fait sur ce que vous appelez le sociétalisme. Et je suis frappé de votre éloge de l'État-nation. Enfin, il ne m'étonne pas pour un hegelien, mais j'y vois un parallèle avec ce que pas mal de spécialistes d'Aristote ont pointé, c'est que quand Aristote écrit sur le zone politikon, on est au moment où Alexandre va faire son empire. Oui. Empire qui va s'effondrer par les diadoques, qui ne va pas tenir d'une certaine manière, même s'il n'est pas cette idée n'est pas sans grandeur, puisqu'il y a aussi
la volonté de se marier des peuples, au-delà du racisme grec, hein, qui était quand même inhérent à leur mode de pensée. Mais néanmoins, le terme même de politikon implique police. Et je ne sais plus si Pierre-François Moreau ou un autre, mais ça pose problème même aux commentateurs, en se disant pourquoi Aristote, est-ce qu'il n'y a pas une forme de résistance à dire, ça veut dire c'est un animal politique, mais ça veut dire aussi un animal en cité. Et trop tard. Voilà. Et quand vous insistez sur cet État-nation comme cadre indépassable, et Dieu sait qu'on voit bien les tentatives de le dépasser n'apparaissent que comme un impérialisme, parce que c'est la nouveauté, c'est pas... Vous avez raison de pointer sur cette fraternité, ce sociétalisme qu'on nous propose, et ce qui a été la réalité après la chute du mur de Berlin. Disons que ça a été aussi une recrudescence de ce que Lénine avait appelé l'impérialisme, c'est-à-dire des guerres épouvantables. Et donc c'est surtout cette tendance des États à sortir de leur cadre et à vouloir imposer un ordre mondial qui, effectivement, trouve ses limites aussi avec... Et ça, c'est quand même un peu le paradoxe de l'histoire, et peut-être que là, faudrait... Mais je sais bien que vous voyez bien vous-même que cette pensée découpée en trois temps subit forcément certaines nuances. Les États qui ont mis fin, qui sont en train de mettre fin à cet impérialisme américain excessif sont précisément la Chine et la Russie, c'est-à-dire des États qui ont conservé une bonne part de communisme, en tout cas qui se présentent comme des États-nations. Et ce qui me frappe aussi, c'est que vous êtes un adversaire loyal du marxisme, et vous l'avez prouvé, puisque au sens le plus libéral du terme, de ce libéralisme qu'on regrette, hein, là où les Italiens font la différence entre libéralismo et libérismo. Libéralismo, c'est Thatcher, Reagan, etc. Libéralismo, c'est la grande idée libérale, puisque vous avez permis que Marx fût présenté à l'agrégation de philosophie. Enfin, en tout cas, vous y avez autrement contribué. Et donc, vous restez un adversaire loyal et résolu. Moi, ce qui me frappe, c'est puisque bon, il se trouve que je parle en tant qu'éditeur marxiste. Je suis aussi l'éditeur de Domenico Lo Sordo, qui est votre ami. Je sais que vous avez fondé cette société Hegel-Marx. Et voilà. Mais je suis frappé par les convergences possibles entre vos approches sur l'État. Et Dieu sait que Domenico Lo Sordo est le penseur qui a le plus valorisé la pérennité de la question nationale, qui avait échappé à beaucoup de marxistes, enfin, en tout cas à cause d'une forme de messianisme. Et vraiment ce cadre-là, essentiel, et là où je pense qu'avec même beaucoup de militants de gauche, hein, qui ne sont pas forcément vos amis proches, mais des gens on trouverait des points communs sur, par exemple, votre critique d'une certaine conception de l'Europe, qui nierait justement cette réalité des États-nations, notamment de notre pays, et de son cadre institutionnel, y compris révolutionnaire, parce que c'est une institution pérenne qui s'est pérennisée, y compris par exemple les acquis de 45 sont le fruit d'une forme de révolution qui est la résistance, enfin en tout cas d'une forme de lutte armée. Donc, pardon, j'ai été très long, mais c'était plus pour dire vraiment mon admiration, et puis le nombre de passerelles que nous voyons entre les marxistes, enfin, ceux qui osent se revendiquer de ce terme, et l'immense spécialiste de Hegel que vous êtes. Et alors, moi, voilà, c'était ma seule question, enfin pour l'instant, pour le moment, mais on va laisser la parole à la salle. Vous avez parlé du refus du sociétal chez Marx. Enfin, est-ce que vous entendez au sens allemand sozial ou gesellschaftlich? Parce que déjà, je crois que peut-être qu'il y a ce terme-là. Et il me venait à l'esprit, alors peut-être que pour moi, c'était... peut-être que je n'ai pas bien compris ce sens-là, mais la fameuse 6e thèse sur Feuerbach, l'essence humaine n'est pas une abstraction inhérente à l'individu. Dans la réalité, c'est l'ensemble des rapports sociaux. Je ne crois pas oublier trop un des termes. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui dépasse cet individualisme méthodologique, qui est le rapport, puisque pour Marx, le capital n'est pas une chose, mais un rapport social. Et c'est là où effectivement, il est particulièrement dialectique. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas chez Marx aussi cette... J'ai bien noté ce que vous dites, vous avez parfaitement raison quand vous dites l'association libre producteurs associés, c'est le socius de Marx, hein, mais c'est une forme d'association qui a l'air de se présenter effectivement comme un peu d'acapo, comme dire, sans tenir compte. Mais ça, peut-être que c'est une limite dans la formulation. Mais est-ce qu'il y a vraiment un si fort individualisme méthodologique chez Marx, tel qu'on pourrait le comparer à des libéraux? Et je pense au dernier livre de Jacques Sapir, livre théorique, où il accuse quasiment Marx d'être une sorte de libéral par rapport... et on sent bien qu'il a la leçon Hegel est pas très loin.
Voilà, qu'est-ce que vous pensez Je vais vous laisser répondre à cette question qui est posée, mais je voulais juste ajouter une chose, parce que c'était une des questions, objections que je voulais faire. Il me semble que dans la compréhension du public français aujourd'hui, plutôt qu'association, et pour que ce soit plus clair en rapport avec les idées de Marx, il faut qu'on songe à coopération au sens de coopérative. L'action, l'objectif social humain, qui est le faire, l'activité productive. Chez Marx, je ne sais plus quels sont les termes allemands qu'utilise Marx, mais je pense que si on veut bien comprendre de quoi il s'agit, plutôt qu'association, il faudrait parler de coopération, au sens de coopérateur et au sens que nous connaissons bien de coopérative, qu'elle soit agricole et autres, c'est-à-dire de producteurs associés dans leur activité, parce qu'évidemment, il y a la conséquence, évidemment, du rapport de classe, de la lutte des classes, mais il y a surtout la notion de propriété de l'appareil de production. C'est une dimension qui manque, comme vous le savez. C'est un de nos principaux reproches à Hegel. C'était d'ailleurs ce que reprochait d'ailleurs Marx à Hegel, entre autres. Mais pour compléter juste, je pense que je ne suis pas en désaccord avec ton idée, cette notion, non pas seulement d'association, mais de coopération, qui est à ce moment-là homogène avec la thèse sur Feuerbach que vient de rappeler Emmerich, et qui pourrait sembler un petit peu contradictoire avec ce que vous évoquiez, notamment l'idéologie allemande. Voilà, c'était juste pour compléter la question. Oui, non, je ne veux pas du tout être aussi développé que vient de l'être Emmerich, qui rappelait quand même les points sensibles. Non, moi je vais juste, parce que je n'ai pas envie de souffler la parole au public, je voudrais lui rendre le plus vite possible. Je voudrais juste ajouter une harmonique à votre insistance sur le troisième terme, sur la fraternité. Oui. Je vois tout à fait à l'opposition du sociétalisme contemporain. Enfin, je présume que je ne trahis pas votre pensée en disant ça. Je pense à la chute de la phénoménologie. Aus dem Kelch diese Geisterreich. Le fait que les deux dernières lignes de la phénoménologie soient une citation d'un hymne à la fraternité de Schiller n'est pas tout à fait hasard. Voilà, je voulais juste ajouter cette harmonie. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous en ce qui concerne la fraternité. La fraternité, l'éloge de la fraternité doit toujours être accompagné de celui d'abord de la liberté, et je crois que je préférerais peut-être le terme d'amitié à fraternité, parce que l'ami, c'est celui que je respecte comme peut-être ce qu'il y a de plus réel, ce que je dois toujours traiter comme l'autre, le plus positif pour moi, mais reconnaître l'aide de l'ami. Je voudrais également revenir sur une chose. Marx fait la critique de l'État en tant qu'il est séparé de l'existence sociale. Mais la vie accomplie, la vie humaine ou interhumaine accomplie, la vie vraiment universelle, elle a pour lieu chez Marx le politique et non pas le social. Le politique, c'est l'universel réel. Et Marx identifie universalisation de la vie et politisation de la vie. La classe n'est pas une réalité purement sociale. Parce que le social, c'est les relations et les interrelations entre les individus. Mais elles sont concurrentielles. Elles ne se présentent pas comme une unité, d'abord. Et cette unité, elle est visée à travers le politique, même si celui-ci, d'abord,
est une unité illusoire et même aliénante, puisque la gestion du politique est aux mains de la classe dominante. Il n'en reste pas moins, Marx y insiste toujours sur le fait que le sujet du politique, c'est pas la classe dominante, mais la classe dominante, c'est-à-dire le rapport des classes ou la totalité des classes. C'est toujours au niveau, c'est pourquoi la classe n'existerait pas sans une politisation de l'existence. La classe, même si elle apparaît définie par son contenu social et socio-économique, la classe, pour Marx, c'est le premier moment de l'universalisation objective de l'existence, dont le second moment, c'est l'État. Mais, encore une fois, le social, par lui-même, n'est pas constitutif d'unité ou d'universalité. Alors, le problème, c'est que le politique ne soit pas séparé, idéal, illusoire, donc aliénant, mais qui soit réalisé au niveau même du social pour l'universaliser et supprimer ces particularisations aliénantes. Donc, le niveau vrai de l'existence, c'est pour Marx le niveau politique. Même si la réalité où se joue l'effectuation de l'existence, c'est le domaine social. Ça pose d'ailleurs un vrai problème en ce qui concerne le marxisme. L'être et le vrai ne sont pas originairement les mêmes. L'être, c'est le social, mais le vrai, c'est le politique. D'où l'extrême difficulté de la jonction, de la réunion chez Marx du social et du politique. Et en particulier, l'extrême difficulté de cette réunion au niveau historique. Mais j'insiste sur ce point, et là, Marx reste bien hegelien. L'unité est autre chose que l'interaction. Voyez, le total est autre chose que la simple totalisation de l'existence, ou pour le dire d'une autre façon, Marx, c'est pas Sartre. Oui. C'est tout autre chose. Oui, ça éclaire beaucoup de choses pour nos générations, peut-être Oui. moins pour Oui. celles d'aujourd'hui, mais c'est bon de le rappeler, oui. Vous voyez, Sartre aime la totalisation, mais il déteste la totalité. Vous voyez, c'est un individualiste absolu. Donc le totalitarisme, si je peux me permettre. Il exècre, Raymond Aron l'a bien dit d'ailleurs, Sartre refuse toute totalité. Mais il aime la totalisation. Vous voyez, la totalisation progressive. Le problème est donc le suivant, au point de vue métaphysique. Est-ce que le premier, et le principe, c'est la totalité, c'est-à-dire l'un, ou la totalisation, c'est-à-dire l'unification? Sartre, lisez la critique de la raison dialectique, c'est l'anti-Marx. Hein. C'est l'anti-Marx. Et pourtant... C'est le projet de... C'est son projet. J'allais dire, ça a été écrit pour ça. Oui, c'est son projet. Oui. Mais il avoue, à la fin, il avoue qu'il n'y arrive pas. Oui, oui. Oui, oui. Alors que pour Marx, la totalité existe. C'est ce qu'il appelle
l'existence générique, le genre humain. Vous voyez, la totalité, elle existe. Il n'y a pas seulement la totalisation, il y a la totalité. De ce point de vue-là, Marx s'inscrit dans la lignée des grands penseurs et des grands philosophes. L'un est premier. Vous voyez, l'un est premier. Marx, atomiste, mais épicurien, pas démocritéen. L'atomiste, l'atome, oui, mais avec le clinamen. Les individus partent et sont toujours partis d'eux-mêmes, mais ils sont immédiatement liés les uns avec les autres. Liens les uns avec les autres, mais dont l'affirmation, dont l'être affirmant, c'est l'individu. Vous voyez? L'individu qui affirme l'un et qui le réalise dans l'unification. Marx est un atomiste, mais qu'est-ce que c'est qu'un atome? C'est la déclinaison. C'est le clinamen. Voilà, c'est le clinamen. Incidemment, juste une incise, c'est expliquer à quel point Althusser a tout faux quand il parle de procès sans sujet. Ah ben, bien sûr, bien sûr. Si vous avez bien suivi le raisonnement que vient de rappeler Bernard Bourgeois. Vous voyez, qu'est-ce qu'être un individu? C'est affirmer les autres. Mais cette affirmation, elle est une affirmation individuelle. Toujours. Et si elle est contrainte, on sait ce qu'il en est advenu. Vous voyez? La liberté, l'affirmation de soi, l'affirmation de tout par soi est première, même si ce qu'elle affirme, foncièrement et en vérité, c'est la relation aux autres. Mais imposer la relation aux autres en niant la liberté, au nom de l'égalité nier la liberté, ben, c'est faire ce qui a été défait par l'histoire. Donc c'est revenir aux sociétés étudiées par Lévi-Strauss, voilà. C'est-à-dire des sociétés sans histoire. Voilà. Voilà. Sans histoire à tous les sens du terme. Exprès. Donc, lui qui n'a pas expression. Marx c'est un penseur humaniste, évidemment. C'est un penseur tout court. Tu veux, avant de... Oui, vous vouliez rajouter... Non, moi je pense qu'il y a quand même de réinsister sur ce qu'a dit Emmerich, même sur le paradoxe, je sais bien que vous faites exprès de pousser le bouchon, avec l'individualisme de Marx. Enfin, Marx n'est pas resté feuillerbachien non plus, c'est pas un libertaire, hein, même si c'est très, très foncier chez lui par ailleurs. Et vous avez bien raison de parler d'une relation à l'autre qui soit librement décidée, et non pas, on est tout à fait d'accord. Mais enfin, il y a quand même, il n'y a pas que du négatif dans les connotations du social chez Marx. Lorsqu'il dit dans la production sociale de leur existence, c'est quand même le début du texte le plus célèbre de Marx, et sans doute le plus exhaustif. Dans la production sociale de leur existence, on apprend que l'homme est produit, et il est produit socialement. Son existence même, ontologiquement, hein, je ne sollicite pas sa manière de parler, est produite socialement. Alors que ce socus soit celui de la classe telle que vous l'avez très bien développé, je ne suis pas là pour évaluer, mais enfin, je serais un peu intimidé. Mais je proposerais, moi, d'orienter comme piste de recherche, voir si la classe sociale ne serait pas la réalisation de l'eidos, c'est-à-dire de l'espèce. C'est-à-dire le moyen terme fécond entre l'excessive généralité du genre et l'individu au sens libertaire. Précisément, la classe sociale serait la bonne médiation. Tu voulais ajouter quelque chose aussi? Après, on passe la parole. Oui. Non, simplement, je me demande si on ne pourrait pas donner une chance à cette totalisation
ce que cherchait peut-être Marx justement en opposant de manière aussi frontale Épicure à Démocrite, Oui. et de façon assez fondée, beaucoup je crois que c'est Cyrus Bailey qui était le grand spécialiste de l'épicurisme, qui a montré à quel point il s'était mis à hauteur d'un matériau philologique incroyable pour son époque. Oui. Ce qu'il cherchait peut-être, c'est aussi ce qu'il a recherché beaucoup chez Aristote, qui sans doute après Hegel son philosophe préféré, hein. Je crois qu'il le dit dans une lettre à La Salle, c'est peut-être l'entéléchie. C'est cette matière en avant, c'est cette possibilité peut-être que la matière se développe. Et donc justement, on redonnerait une chance à cette totalisation par rapport à la totalité, de même que la libération accouchera un côté plus actif que la liberté comme déjà donné. Et oui, sinon parce que surtout dans ce livre-là, dont c'est peut-être pas le sujet, mais je pense quand même qu'on peut vous opposer la fin de l'histoire à la Marx et la fin de l'histoire à la Hegel, Oui. et vous êtes assez catégorique en jugeant que c'est Hegel qui triomphe avec son état libéral, mais un petit peu solidariste, solidaire, voilà, si on peut dire. Mais est-ce que justement, je vois que dans votre façon d'appréhender le marxisme, vous distinguez plusieurs types de personnes, et notamment vous êtes capable d'opposer frontalement Sartre et Marx, par exemple. Mais Sartre, point de vue de ce qui a compté au XXe siècle de manière le plus majoritaire, disons, ce qui a présidé à la destinée de plusieurs nations, c'était le marxisme-léninisme, enfin, au point de vue canonique. Oui, oui, et Sartre apparaissait comme un gauchiste maoïste, c'est-à-dire un mouvement finalement assez minoritaire. À la fin. À la fin, oui, à la fin. On est déjà dans le classique de la raison dialectique, Oui. et Zapory, on est déjà là-dedans. Donc, je ne sais pas d'ailleurs si c'est très représentatif de tout le maoïsme, puisqu'il faudrait faire distinction entre Mao, chef de guerre contre les Japonais, et certaines dérives de la révolution culturelle, etc. Bon, peu importe. Mais est-ce que justement il ne faudrait pas distinguer une tendance nivelante, et de ce point de vue-là, qui serait beaucoup plus proche de, par exemple, Bogdanov, à qui Lénine s'est opposé. Il faut comme Lénine a toujours défendu la culture bourgeoise, par exemple, contre une prétendue culture prolétarienne. Voilà, et beaucoup si on parlait même de Robespierre, si on fait des parallèles avec Lénine, il s'est opposé effectivement à un certain gauchisme des enragés, enfin des gens qui n'avaient pas compris la notion de laïcité. Et c'est ça aussi, moi j'ai été passionné, peut-être qu'on en parlera au sujet la fois prochaine, hein, sur le quatrième terme de la devise républicaine finalement qui est la laïcité, parce que c'est englobant. Mais voilà, est-ce que donc, quand on parle de marxisme, est-ce que vous faites pas est-ce qu'il n'y aurait pas de nécessité de faire des distinguos entre le marxisme de Marx, entre le marxisme-léninisme, entre ce que vous critiquez, et là où je ne peux que vous donner raison, mais simplement moi je l'appelle pas comme ça, j'appelle ça gauchisme, d'un point de vue léniniste. Hein. Voilà. Mais là encore, je vous laisse tout de suite répondre. Je rajoute une petite couche à ce que vient de dire Émeric, qui est la critique de la raison dialectique, quand même, à un moment donné, c'est là qu'il a la phrase célèbre, le marxisme est la philosophie indépassable de notre temps, parce que notre temps ne l'a pas dépassé, tout simplement les conditions décrites par Marx. Donc c'est quand même là qu'il finit par lâcher prise, on va dire, et puis par abandonner à Marx ce qui lui est dû. Oui. Sartre, méthodologiquement, enfin, est un individualiste absolu. Toute la praxis, un bourgeois, toute la praxis, quel que soit son contenu le plus élaboré, le plus totalisé possible, toute la praxis, en son sens, est le développement de la praxis individuelle la plus originelle, la plus native, qui est la relation de l'individu à son monde à travers son besoin. Et je crois que chez Sartre, parce que c'est l'individu qui est l'agent, les individus partent toujours d'eux-mêmes et sont toujours partis d'eux-mêmes. Il a raison. Tout ce qui surgit dans leur conscience au cours de leur action, tout ce qui surgit dans leur conscience est un sens qui ne fait que développer le sens primitivement
individualiste de l'existence humaine. Aucun sens émergent ne peut être considéré, enfin, aucun sens ne peut être considéré vraiment comme émergent parce que cela naît dans l'action individuelle, c'est nécessairement une production de l'individu comme si celui-ci ne pouvait pas recevoir quoi que ce soit qui excède ce dont il est capable originairement. Il n'y a pas d'émergence chez Sartre. Il n'y a pas d'émergence. Le sens exprime toujours et seulement, au fond, l'individu. Et c'est ce que je crois on peut contester. Et chez Hegel, par exemple, il n'en va pas de même. C'est pas parce que l'individu est le lieu, est l'agent de tout développement, que toutes les significations qui viennent le remplir peuvent être des simples développements, sans changement qualitatif, sans mutation, sans révolution de la signification native, première, essentiellement sensible, qui remplit l'individu. Il n'y a pas d'émergence chez Sartre. Il n'y a pas de changement qualitatif, finalement. Dans l'existence humaine, à partir de la relation besogneuse de l'homme au milieu, dans tout son développement, il n'y a rien de nouveau. C'est cette réduction du sens, vous voyez, que je n'admets pas chez Sartre. Le rapport, parce que j'ai eu des questions de certaines des personnes qui sont là avant la soirée sur la problématique donc sociétale, intersubjective, et les catégories hegeliennes et dans une certaine mesure aussi évidemment marxistes, d'action et d'interaction. J'aurais aimé que vous précisiez dans cette question, c'est la première question politique que vous évoquez dans l'ouvrage objet de ces deux soirées, faire société. Comme par hasard, c'était pour ceux on a vu la prééminence du formatage foucaldien dans l'université actuellement. Je pense que les gens comprennent que c'était la question que posait un des principaux sophistes des années 60-70 qui était Foucault. Donc le fameux faire société, où il s'agissait de tout sauf de faire société, en réalité, c'est ce qu'on vient d'essayer d'expliquer. Alors il manque un élément à mon avis, alors donc développer peut-être la notion d'action par rapport à interaction, dans le sens de l'effectivité hegelienne, et pourquoi ce qu'on a appelé fraternité ou autre, on va dire sociétale, qui est la manière soi-disant de faire société aujourd'hui, et qui du coup leur pose un gros problème de ce qu'ils appellent le vivre ensemble, qui devient extrêmement problématique, justement, parce qu'ils n'ont manifestement pas du tout le projet, justement, de vivre ensemble, dans leur manière de faire société. Donc le lien entre action et interaction, au sens de subjectivité, voire de subjectivation, comme vous savez, c'était très à la mode, et ça l'est peut-être encore aujourd'hui, et le caractère, puisqu'on est dans l'interaction et l'action, essentiellement réactionnaire, au sens là aussi bien hegelien que marxiste, de cette forme d'évolution du rapport social. C'est une question qui revient à savoir, si on reprend l'économie spéculative de Hegel, si le vrai sens des choses est livré au niveau de ce que Hegel appelle l'essence, ou au niveau de ce qu'il appelle le concept. L'essence des relations essentielles entre les choses culminent dans l'interaction, ou la réciprocité, l'action réciproque. Au niveau du concept, l'interaction n'est possible que sur le support d'une totalité, aussi incoative soit-elle, mais dans laquelle
il y a une identité absolue entre la diversité ou les éléments et puis leur unification. Le gros problème est de savoir si ce qui est premier, c'est l'un ou l'unification, si c'est la totalité ou la totalisation. Et je pense que Marx, comme Hegel, se situe au niveau de la relation conceptuelle et non pas simplement de la relation essentielle. Et que la totalité est présente comme signification native dans l'homme, quelle que soit la confusion dans laquelle elle se trouve. Voyez, il y a une idée du tout qui est native, et c'est sur le fond de cette idée que les déterminations, les différences peuvent se produire et se situer. Est-ce que le tout est premier ou au contraire dernier? Si le tout n'est pas premier, je me demande comment il peut être dernier. Si on ne part pas de l'un, on ne peut pas y aboutir. C'est-à-dire que toutes les doctrines qui exaltent l'unification, la réconciliation, etc. des hommes, sont des doctrines qui, en elles-mêmes, reconnaissent l'impossibilité de réaliser leur projet. Qu'est-ce qui est premier? Je pense que c'est le tout, même à travers l'idée la plus confuse et la plus indéterminée de lui-même. C'est le grand, à mes yeux, c'est le grand sujet, c'est le grand problème. Alors pourquoi l'esprit s'aliène? Pardon? Pourquoi l'esprit s'aliène-t-il alors? Est-ce que l'être est régi par la négation qui culmine dans la négation qui s'applique à elle-même, c'est-à-dire la négation du négatif? Est-ce que la négation du négatif suffit à constituer une position? Pour Hegel, non. Jamais la négation du négatif ne peut constituer une position. Et je crois que pour Marx, c'est la même chose. La situation peut être révolutionnaire et ne pas déboucher sur une révolution. Il faut qu'il y ait une affirmation positive. En d'autres termes, ce n'est pas simplement la misère qui suscite la révolution. La révolution ne peut pas être suscitée par la faiblesse. Il faut qu'il y ait une force et le sentiment d'une certaine force pour qu'une situation révolutionnaire devienne une révolution. Le côté spinoziste de Hegel. Vous évoquez aussi cet aspect essentiellement dialectique et hegelien quand il est question de la supranation européenne. Oui. Une autre forme de négation, de la négation, oui. Qui ne débouche pas du tout sur une positivité. Oui. Comment, vous voyez, Hegel serait, à mes yeux, plus proche encore que Marx d'affirmer que la négation du négatif fait une position.
je crois que Marx est plus éloigné encore que Hegel d'affirmer que la négation du négatif suffit à faire une position. Est-ce que l'affirmation première de Marx, c'est une affirmation négative ou une affirmation positive? Est-ce que c'est une affirmation de faiblesse ou une affirmation de force? Je ne pense pas que Marx soit originairement une affirmation de faiblesse. En tout cas, ce qui justifie votre méfiance à l'égard d'une logique qui en resterait au moment de l'essence. Voilà, voilà. C'est le fait que chez Hegel, c'est toujours connoté Oui. avec la conscience malheureuse de l'essence, Oui. quand même. Et voyez, le tort de Lénine, ça a été de croire que ce qui était le plus important chez Hegel, c'était la logique de l'essence. Voyez, je pense Encore qui rend hommage à l'idée absolue, quand même. Oui, mais je crois que la conception que Marx s'est faite de l'État est plus juste que la conception que Lénine s'en fait. Et en particulier sur la signification de la relation entre le social et le politique, lorsque par exemple le social pose un politique comme Marx dit semble, comme s'il semblait, il répète le mot sembler à 2 reprises dans l'idéologie allemande, semble poser, vous voyez, un politique, une unité à partir de la négativité qui caractérise le social. Je pense que l'affirmation première est une affirmation positive dans le rapport des forces de production et des rapports de production, de la production en sa force, qui culmine d'ailleurs dans la violence prolétarienne. Marx dit bien que la violence prolétarienne, c'est ce qui récapitule toutes les forces de production. Dans le rapport de la production en sa force, en son énergie, et de la production en ses rapports, c'est-à-dire en ses médiations, ce qui n'est pas originaire. Quel est le moment fondamental? On a longtemps cru chez les marxistes que, au fond, dans le rapport entre les forces de production et les rapports de production, c'était pas la force de production qui était première, parce que ça c'est de l'économisme, mais les rapports de production, le relatif, je ne crois pas. Je crois que pour le marxisme, la production en sa force porte les rapports de production qui ne sont que sa fixation, sa solidification, sa fixation à un moment du développement historique, ce qui la limite, et non pas l'énergie qu'il apporte. Et c'est d'ailleurs par suite de cette dérive théorique que les régimes communistes ont pu être ce qu'ils ont été, à savoir la domestication de la production en sa force par les rapports de production.
les règles, la bureaucratie, alors que la force de production porte les rapports de production qui n'en sont que la réglementation, c'est-à-dire la limitation, la solidification à un moment donné du développement économique. C'est bon de rappeler cette différence entre Marx et les marxistes, oui. On va dire. Je ne sais pas, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, j'ai l'impression qu'on est passé du débat Hegel-Marx au débat Kautsky-Lénine, finalement. Oui. Et d'ailleurs, c'est passionnant. Mais évidemment, cette idée du déjà là, hein, si on peut résumer de manière un peu médiatique ce rapport qu'a Marx avec simplement le développement du capitalisme qui permet le prolétariat. Ce que peut-être Lénine voit par rapport à Marx, c'est aussi le stade avancé de décomposition du capitalisme. Et c'est le petit bémol que j'aurais envie de faire quand vous parlez de victoire absolue de la conception hegelienne de la fin de l'histoire, au sens où l'État libéral est un petit peu solidariste sous forme d'État-nation, sans parvenir à une sorte de gouvernance mondiale. On pensait que ça peut justement durer très, très, très longtemps. Mais ce que Hegel ne pouvait pas voir, de toute façon, quelles que fussent ses études sur l'économie politique, qu'avait bien montré Lukács, hein, dans le jeune Hegel, ce qu'il ne pouvait pas voir, c'est la baisse tendancielle du taux de profit, c'est la crise absolue. Et ce qu'observe Lénine, de toute façon, c'est que, contrairement à ce que pouvaient penser certains mécanismes de la seconde internationale, puisqu'ils n'étaient pas que dans la troisième, mais c'était aussi dans la seconde, et majoritairement dans la seconde, le développement du capitalisme, d'accord, disons, engendrait cette force énorme, cette positivité qu'est le prolétariat organisé et conscientisé. Et vous avez raison d'insister sur le progrès des forces productives. Il y avait des historiens du Parti communiste français qui avaient montré qu'en 200 ans, la paysannerie française, bien que restant majoritairement analphabète, les progrès qu'ils avaient fait dans la conscience de classe, conscience par exemple religieuse, conscience par rapport à la superstition. Et on a étudié ça sur 200 ans et on voit qu'entre les premiers états généraux convoqués, enfin les états généraux qui avaient précédé ceux de 89 convoqués par Henri IV et ceux sur Louis XIV où la paysannerie s'était quasiment pas exprimée, vous avez déjà une conscientisation, hein, tout un progrès dans les luttes. Donc ce progrès des forces productives, là, c'est pour ça, je veux dire que tous les marxistes ont des leçons à prendre des plus éminents hegéliens, parce que évidemment ça on a mis du temps à le dans la lecture de Marx. Dans la lecture de Marx. Voilà, c'est ça. Je rappelle ça parce que comme tu sais, c'est un sujet qui m'est cher. Oui. Exactement. Et avec les bons hegéliens, et on a ici peut-être le meilleur d'entre eux, mais ce que je veux dire, qu'on apprend à lire Marx. Justement, mais simplement ma petite objection, ce qui fait que je ne deviens pas hegélien ce soir, mais peut-être je vais devenir, hein, parce que, en vous lisant, mais ma petite objection, c'est qu'effectivement, ce Hegel ne pouvait pas voir, c'est justement ce cancer qui est à l'intérieur même du capitalisme, qui est la baisse tendancielle du taux de profit, l'impérialisme, et au final, l'extermination de l'humanité, parce que ça a quand même créé deux guerres mondiales, si ça pourrait en déclencher une troisième. Et Lénine est le penseur qui pense le maillon faible, la fenêtre historique. C'est difficile de lui donner tort par rapport à Kautsky. Et effectivement, on peut bien dire de ce point de vue-là qu'il a fait, comme avait dit Gramsci, la révolution contre le capital, contre le livre, le capital. Oui, puis il ne se contente pas de la pensée, Lénine. Il l'a fait. Ouais, il agit. Il l'a fait en la forçant. En la forçant, ça c'est évident. Hein, mais donc on n'est plus dans ce déjà-là. On en sort, mais aussi parce que... Voilà, je prétends pas répondre à ces problématiques-là, c'est l'humanité qui y répondra, mais bon. Sans compter qu'au-delà des forces productives et des rapports de production et de leurs rapports qu'on vient de développer à titre binaire, les uns et les autres, il y a quand même un troisième terme chez Marx qui s'appelle le mode de production, et qui vient effectuer la synthèse des deux précédents. L'unité historique, c'est pas les rapports de production des forces productives, l'unité historique, le moment historique, la figure en termes hegéliens. Si on fait un découpage
chez Marx, ce qu'il appelle le mode de production, je sais pas, asiatique, féodal, bourgeois, c'est des modes de production. C'est quand même ça qui est la singularité historique proprement marxienne. C'est-à-dire le rapport, des rapports de production aux forces productives. Oui. Le problème ici, c'est de savoir si, dans une contradiction, certes, aucun des deux termes, dans cette contradiction, n'est par lui-même le vrai. On revient toujours à ça. Mais ce vrai, s'il naît, ne peut naître que de cette contradiction. Tout à fait. On est bien d'accord. On est au cœur de la logique dialectique. Alors, il y a deux les termes. néophytes. Il n'y en a pas trois, il y en a deux. Si on ne veut pas faire descendre du ciel un troisième terme, qui se révélerait en se réalisant dans la synthèse, il faut bien que ce soit un des deux termes en contradiction qui opère la synthèse en question. Et c'est pourquoi je pense que le schéma de Marx, comme celui de Hegel, c'est que une contradiction, c'est A ou X porteur de sa relation contradictoire avec Y, ou Y porteur de sa relation contradictoire avec X. C'est un des deux termes en conflit, parce que je ne vois pas d'où pourrait surgir un troisième terme. On est bien d'accord. C'est un des deux termes qui opère la réunion, la réconciliation de lui-même et de l'autre. Alors, quel est-il? La force, la production en sa force, et je rappelle que la force de production qui récapitule toutes les forces de production, c'est une affirmation de Marx, c'est la violence prolétarienne, qui résume en elle toute la production en sa force, toutes les forces de production. La force de production n'est pas seulement économique, elle est finalement politique. Les rapports de production ont une connotation politique, évidemment. Voilà. Donc, est-ce que c'est la production en sa force ou la production en son rapport, c'est-à-dire en sa médiation, en sa détermination, puisque en sa différence, différence c'est la détermination, en sa limite, puisqu'une détermination est une limite, etc. Est-ce que dans la relation du positif et du négatif, de la force, l'énergie et du rapport, la limitation, est-ce que c'est la force ou la limite? Est-ce que c'est l'énergie ou la limite qui porte le rapport des deux? Je pense que c'est la force et non pas les rapports de production. Me semble-t-il. En tout cas, nous sommes tous les quatre d'accord que le marxisme n'est ni un économisme ni un volontarisme. Oui. Non, ce n'est pas un volontarisme, même si la vérité de l'être telle qu'elle apparaît à la fin de la logique de l'essence, l'interaction, même si la vérité n'apparaît pas dans l'interaction, à la fin de la logique de l'essence, mais au niveau de la totalité, c'est-à-dire de ce qui est dit dans la logique du concept. Je pense que Marx n'est pas un kantien, c'est Kant qui réduit la totalité
à l'interaction, à la communication, mais qu'il est, de ce point de vue-là, un hegelien, même si donne un autre contenu au concept que Hegel le fait, et que la catégorie essentielle chez Marx est celle de totalité, et non pas celle d'interaction, je crois. Il n'est pas ancien. Est-ce que Habermas, c'était pas un retour à Kant de ce point de vue? Non, mais alors là, c'est le problème. L'école de Francfort, vous voyez, c'est l'affirmation que le public, c'est-à-dire le simple milieu universel, où les gens se rencontrent, échangent, conversent entre eux, dialoguent, discutent, est-ce que c'est ça le vrai, ou si c'est le politique, qui n'est pas l'universel à l'intérieur duquel les individus peuvent converser, dialoguer, mais ce qui est premier, c'est le politique comme totalisation objective des relations humaines. Habermas, c'est le philosophe du public et non pas du politique. Notre époque privilégie le public par rapport au politique. Une société civile par rapport à l'État. Oui, voilà. Alors que, me semble-t-il, c'est le politique qui est la vérité du public. Oui. Pour être quand même plus juste, équitable à propos de Kant, il faut dire qu'Habermas, c'est peut-être le retour à Kant, mais à un Kant creux et barbant, et particulièrement barbant. Moi, je dirais que l'école de Francfort, c'est Kant moins la critique du jugement. Oui, oui, non, mais c'est, si vous voulez, la catégorie... C'est pas rien comme implication. C'est une énorme régression, globalement. Dites, la catégorie, en ce qui concerne la relation des hommes chez Kant, c'est celle de... le règne des fins. Les fins, c'est les personnalités. Le règne des personnes, c'est la communication et la communion des personnalités. Une communauté intelligible. C'est une communauté intelligible. C'est pas simplement un commerce. Le commerce, c'est l'interaction. C'est la logique de l'essence. La communauté, c'est la totalité, c'est-à-dire la logique du concept. D'ailleurs, cette évocation d'Habermas m'amène à une de mes marottes, ce sera peut-être la dernière question, je ne sais pas, moi qui en ai d'autres. C'est vraiment le penseur de l'Europe, justement, de l'Union européenne, Habermas. On y revient à ce qui... Et donc j'aimerais bien que vous, parce que vous en parlez quand même fort bien là-dedans, de justement des contradictions, des limites, des apories sur lesquelles débouchent, notamment au motif qu'on vient d'évoquer à propos d'Habermas, cette notion de supranation face à l'État-nation. Vous en parlez fort bien. Oui, ben, je pense, si vous voulez, que pour l'instant, je ne vois pas d'autres formules, si je puis dire, vraies de la relation entre les hommes, la coexistence des hommes, que celle qui a pour contenu l'État-nation. C'est-à-dire pas une communion, mais une communauté d'existence qui a été forgée de façon très, très variée, très diverse par l'histoire. Des gens qui ont formé une communauté qui s'est enrichie, de nouveaux arrivants sont venus, ont adopté les mœurs qui étaient en usage pour une partie, ont essayé de faire accepter les leurs pour une autre partie. Cette communauté s'est enrichie par l'histoire, elle continue de s'enrichir, acceptant l'avenir, mais en sauvant en même temps le passé, en réalisant une synthèse des trois moments du temps. Et ça, c'est quelque chose d'autre que la tentative simplement
en institutionnalisant un certain nombre de choses, de constituer une nouvelle relation entre des États-nations. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres socles permettant aux hommes d'accomplir les buts essentiels qu'ils se proposent dans leur existence. Il n'y a pas d'autre socle efficace et efficient de l'existence des hommes que l'État-nation. Je ne veux pas dire que l'histoire ne pourra pas former entre plusieurs États-nations un nouvel État-nation plus vaste. Mais l'histoire a montré que ça ne se fait pas par coup de règlements et d'institutions, mais que quand ça se fait, c'est une très lente évolution. Et par conséquent... Parfois brutale. Et parfois très violente, oui. Voilà, voilà. Alors, il est certain qu'il y a un esprit européen, bon, mais la plupart des régions de l'Europe ont noué des relations avec des régions des autres continents. Et ces relations, les relations entre la France et l'Algérie étaient plus denses que les relations entre la France et la Bulgarie. Bon, ça veut dire que la constitution de l'Europe, si l'Europe se construit, est une constitution qui demandera beaucoup de temps. Et c'est difficile parce que les grandes nations européennes ont un passé très riche. Et il ne faut pas croire qu'on peut faire du passé table rase. En tout cas celui-là. Sans difficulté. Alors, ce que je veux dire, c'est que l'Europe ne sera réelle, vraiment, que si elle devient un jour un nouvel État-nation. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. On en est même très loin. Mais au nom de ce qui n'est qu'une abstraction, appeler les États, contraindre les États par des directives de Bruxelles ou d'ailleurs à unir leur destinée de façon étroite, c'est un projet, si vous voulez, complètement aberrant. On ne peut pas forcer la marche des choses. L'Europe deviendra un nouvel État-nation que si les Européens se sentent embarqués dans un destin commun. Et ça demandera beaucoup de temps. On ne peut pas, on peut accélérer un peu l'histoire. Des institutions européennes peuvent peut-être favoriser la constitution d'un état d'esprit européen. Mais sans celui-ci, c'est absolument vain de penser que les États-nations peuvent dès maintenant déléguer leur souveraineté à cette entité purement administrative que pour l'instant... Les mercantiles. Ben oui, on appelle l'Europe. Oui. Ne pas... l'histoire, on ne peut pas lui faire violence absolument. L'orienter, oui, bien sûr. Essayer d'infléchir, mais il y a une force des choses. La liberté ne peut pas faire abstraction de la nécessité. Oui. Alors, le problème est de savoir pour l'homme si l'interaction par elle seule, la fin de la logique de l'essence, suffit à créer la liberté, l'origine du concept. Est-ce que le moins peut produire le plus à ce niveau-là? J'en doute. J'en doute. En tout cas, enfin, il s'agit de savoir si ce qui est premier, c'est la nécessité ou si c'est la liberté dans l'histoire. L'essence ou le concept, la nécessité ou la liberté. Je pense que... Et donc ne pas en rester à Spinoza, comme on disait l'autre jour. Ben non, il faut partir de lui peut-être. Oui, mais... voilà, bon, on commence, on reprend
Le passage, bon, on va pas se relancer là-dessus, mais comme on évoque ces questions qui sont très à la mode chez toute une série de néo-philosophes qui s'auto-découvrent à la fois philosophes et spinozistes, en racontant n'importe quoi sur le sujet, c'est peut-être bon de le rappeler. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais inviter Bernard Bourgeois éventuellement nous inviter une petite conclusion. Écoutez, j'aime toujours venir ici parce que les problèmes qui sont traités sont des problèmes fondamentaux. En état, le problème dont il a été question ce soir, finalement, le problème de la relation entre la nécessité et la liberté. Et encore une fois, il s'agit de savoir si la liberté peut naître, si elle peut naître, si elle n'est pas d'emblée déjà là. Je pense que l'homme, et il faut toujours le traiter comme tel, et d'abord dans l'éducation, l'homme est toujours, dès qu'il apparaît, d'emblée libre. Et Fichte soulignait qu'il y a une différence fondamentale entre la gesticulation du bébé humain qui vient de naître et la gesticulation du petit de l'animal. C'est immédiatement visible l'imprévisibilité de la gesticulation du petit humain par rapport au petit animal, comme si la liberté en son imprévisibilité était déjà là. L'homme d'emblée libre, mais la liberté ne peut pas simplement être, ce qui serait sa négation, elle ne peut que savoir, et s'apostrophe, savoir avoir elle-même, elle ne s'affirme que librement, c'est-à-dire que le mode d'affirmation de la liberté, c'est pour elle de se libérer, d'emblée libre, c'est-à-dire aussi essentiellement à se pratiquer elle-même, à réagir à elle-même de façon libre, l'homme d'emblée libre est à traiter comme tel, toujours. Et en même temps, qui naît libre, qu'en se libérant sans cesse lui-même. L'égalité de la liberté et de la libération. Pas de liberté sans libération, et pas de libération sans liberté, c'est-à-dire de libération imposée. La liberté première, très abstraite, etc., mais première, déjà là, et en même temps, ayant à s'affirmer toujours elle-même, c'est-à-dire à être une libération de soi. Si vous affirmez la liberté sans la libération, vous la tronquez, vous la limitez, etc., et vous en faites quelque chose qui est, c'est-à-dire que l'on subit. Et la libération sans la liberté originelle, c'est ce qui permet toutes les manipulations de l'homme, et c'est un problème d'ailleurs qui se pose de façon particulière à notre époque. Il faut maintenir, je crois, les deux affirmations, l'homme d'emblée libre, et d'autre part, n'étant tel à se libérer toujours lui-même. Voyez, pas de liberté sans libération, pas de libération sans liberté. Ça me paraît être un bon programme, là. J'espère que tout le monde a bien noté. Voilà. Bon.